Des arbres déracinés et des toits arrachés. Une possible tornade laisse des traces dans les Laurentides. Je pensais qu'on allait tous mourir. Il y avait plein de vent, puis il y avait une grosse tempête, puis tous les arbres ils étaient arrachés. Des premiers ministres prêts à défendre l'unité canadienne face à Trump, mais aussi en cas de référendum au Québec. C'est clair que nous sommes plus forts ensemble. L'union, ça fait la force. Une survivante témoigne de son parcours pour se sortir de l'enfer de la drogue et de la vie dans la rue. Ça me coûtait 20 $ pour mourir. Quand on sent qu'il y a de l'aide, on est prêt quand même à vouloir s'aider. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Les citoyens de Harrington, dans les Laurentides, vont sûrement mieux dormir ce soir. Ils ont eu toute une frousse hier lors du passage d'une possible tornade. Des arbres ont été déracinés, des poteaux électriques se sont brisés, des toits ont été arrachés. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les dégâts sont considérables, comme l'a constaté Lily Mercure. Sur le chemin de la Rivière-Rouge à Harrington, une possible tornade semble avoir presque tout ramassé sur son passage dans un boisé, comme en témoignent ces nombreux arbres arrachés. Le ciel était très foncé. À un moment donné, il y a eu comme un trou dans les nuages, comme un effet d'hélicoptère. Le vent était plus vers le bas. Les arbres ne bougeaient pas, mais là, il y a quelque chose qui se passe pas loin. Là. Finalement, sauf la forêt, évidemment, les arbres, mais il n'y a pas eu de blessés, donc chanceux. Plusieurs terrains du chemin de Harrington semblent avoir été la cible de Mère Nature hier en fin d'après-midi. On peut y voir un cabanon qui a été emporté par le vent et de nombreux arbres arrachés. Ah, ben là, c'est parce que le monde a tout paniqué. Hein? Oui. Écoute, quand tu vois ça arriver, il y a du monde qui va partir le papier à couverture. Il faudra toutefois attendre l'évaluation d'Environnement Canada pour confirmer le passage d'une tornade. Des équipes d'Hydro-Québec étaient toujours sur place mercredi pour rétablir le courant. Mais généralement, on ne peut pas confirmer sans voir les dommages, sans qu'il y ait une analyse approfondie, si c'est une tornade ou non. Mais là, c'était tellement évident au radar. On voyait vraiment là, la vélocité, donc un ingrédient, une mesure qui permet de voir la rotation dans les nuages. C'était très évident sur le radar. Et en plus de ça, avec certains produits radar, on pouvait même voir une certaine boule de débris circuler autour de la tornade au radar. Donc, ça témoigne quand même d'une forte tornade. Le tiers des quelques 1000 résidences de Harrington ont été privées d'électricité au plus fort des rafales de vent hier. On sait quand même que sur nos 80 km de chemin municipal, qu'on a 66 % de nos chemins affectés. Affectés comment? Mais pas détruits. C'est juste des arbres qui ont tombé. Des arbres matures qui ont pris aussi des lignes téléphoniques, les lignes Hydro-Québec, lignes Internet. Dans la municipalité voisine, à Grenville-sur-la-Rouge, les résidents touchés par les conditions météo étaient invités à faire le plein café et Wi-Fi dans ce marché. Les gens, on dirait, sont comme préparés dans un milieu où ils sont très... tout le monde a une génératrice barbecue, tout le monde... fait que je les ai trouvés, parce qu'on a quand même une communauté qui est quand même assez vieillissante. Puis je les ai trouvés vraiment forts, puis tout le monde se soutenait. Si la tornade est confirmée par Environnement Canada, ça serait la 4e fois que ce type d'événement météo survient cet été. À Harrington, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Les menaces de Donald Trump ont une fois de plus retenu l'attention au Conseil de la Fédération à Charlottetown. Les premiers ministres se disent prêts à faire front commun pour faire face à d'éventuels tarifs douaniers, mais aussi aux menaces référendaires en Alberta et au Québec. Ils demandent d'ailleurs au premier ministre Mark Carney de les consulter avant d'établir sa stratégie face aux Américains. Tomorrow, premiers will meet with the Prime Minister here. The discussions we had today were about strengthening every province to make Canada stronger. But there's no doubt our conversation with the Prime Minister tomorrow will have a new level of urgency. Alors, on fait le point avec Carl Bélanger, analyste politique. Bonsoir, M. Bélanger. Bonsoir. Alors, parlons d'abord de la guerre tarifaire, les provinces qui disent vouloir faire finalement front commun, entre autres en utilisant leurs ressources naturelles. Je pense au premier ministre de la Colombie-Britannique qui dit c'est pas vrai qu'on va laisser nos ressources naturelles aux Américains alors qu'ils nous menacent de l'autre côté. Mais jusqu'où peuvent aller les provinces? Est-ce qu'elles ont un réel pouvoir dans ces négociations-là? Ils ont un réel pouvoir parce que
sont capables de prendre des décisions qui peuvent irriter Washington. On l'a vu dans le dossier de l'alcool, notamment. On a retiré l'alcool américain des tablettes des différentes commissions des liqueurs à travers le pays. Ça irrite au plus haut point à la Maison-Blanche. Et bien sûr, on contrôle certains leviers économiques. Donc, oui, on a un pouvoir, mais évidemment, ce n'est pas un pouvoir qu'on peut exercer seul. C'est beaucoup plus facile de le faire lorsque tout le monde s'entend. Et dans le passé, au niveau des ressources naturelles, il y avait 2 provinces qui n'étaient pas nécessairement en faveur de ralentir les exportations vers les États-Unis, là, notamment l'Alberta et la Saskatchewan. Autre message d'unité, mais là, face aux menaces référendaires en Alberta ou au Québec, les premiers ministres du Manitoba, entre autres, et du Nouveau-Brunswick, qui ont dit on est prêt à s'impliquer. La première ministre Christine Fréchette a dit vous n'aurez pas besoin de le faire, je m'en occupe moi-même. Est-ce que ça vous a surpris de voir ce front-là commun aussi? Disons que les premiers ministres des autres provinces ont toujours gardé un œil sur les processus référendaires et ont le goût de défendre leur pays parce qu'évidemment, c'est pour eux, ça pourrait être un désastre là, s'il y avait un référendum gagnant, que ce soit en Alberta ou au Québec. Alors évidemment, on est tenté d'intervenir, on est tenté de faire valoir la cause du Canada. On l'a vu dans le passé, ça n'a pas toujours été fait de bonne façon, pas toujours eu la main heureuse du côté des premiers ministres. Alors il faudra voir jusqu'à quel point ils seront tentés d'y aller. Mais ce sont évidemment des élus qui représentent leur population et qui ne suivront pas nécessairement le mot d'ordre de Christine Fréchette. Ouais. Demain, rencontre des premiers ministres avec le premier ministre canadien Mark Carney. On s'attend à quoi exactement? Parce qu'ultimement, c'est lui là, qui va négocier avec Donald Trump. Oui, c'est lui. Et lui, ce qu'il veut, c'est un front commun. Hein. On sait, au cours des derniers mois, là, enfin, depuis l'arrivée de Donald Trump et le début de la guerre commerciale, il y a des premiers ministres qui ont fait un peu cavalier seul. On a vu Doug Ford faire sa tournée aux États-Unis, il lançait des publicités. La Colombie-Britannique a fait la même chose. Ça n'a pas toujours plu, ça, du côté d'Ottawa, qui avait une stratégie qui était un peu déraillée par ces déclarations des premiers ministres provinciaux. Alors, Mark Carney veut avoir un front uni, un front commun. Il veut avoir l'ensemble des provinces et des territoires derrière lui. Le problème, c'est que depuis qu'il est en poste, on n'a pas vraiment avancé dans les négociations. Au contraire, il y a eu plusieurs reculs et il y a eu l'arrivée de nouveaux tarifs et de la menace de nouveaux tarifs, comme on l'a vu cette semaine. Oui. J'ai aussi envie de parler de l'inauguration du pont Gordie Howe, donc entre Détroit et Windsor. L'inauguration qui devait être une grande fête, finalement, entre les deux pays. Bon, il va seulement avoir une fête du côté canadien. Là, on va fêter seulement de notre côté. Ça aussi, c'est un autre point où, finalement, le Canada a un peu perdu, là. Oui, Mark Carney a dû reculer pour pouvoir ouvrir ce fameux pont. Le Canada, au départ, devait ramasser l'ensemble des revenus des péages. Ça ne sera pas le cas. Donald Trump a su tirer la couverture de son côté. Alors, Mark Carney recule encore. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression que le premier ministre qu'on a élu, celui qui avait les coudes bien hauts, ce n'est pas celui qui gouverne. Et ça pourrait lui faire mal politiquement à long terme. Oui, tant le dossier du pont que des relations avec les tarifs, finalement? Oui, absolument, parce qu'évidemment, à long terme, ça va faire mal économiquement, et si ça fait mal économiquement, ça va faire mal politiquement. Alors, on va suivre ça demain. Donc, discours de Mark Carney. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Et sur la scène provinciale, maintenant, le comédien Michel Savard n'est plus candidat libéral dans la circonscription de Gouin aux prochaines élections. Malgré ses excuses, le Parti libéral de Marc Milliard l'a écarté en fin d'après-midi après avoir pris connaissance de certains propos controversés. En février, celui qu'on a notamment vu dans Stat Indéfendable et District 31 avait écrit sur les réseaux sociaux que le PQ est une aberration d'extrême droite, traitant même les militants de petits nazis sans envergure. Moi, tu peux me mettre des morts sur toute ma cigarette avec des idéogrammes qui s'affichent que je vais crever dans chaque latte. On va pas m'arrêter, les gars, c'est trop tard. Il y a des nouvelles images et mises en garde qui arrivent sur les paquets de cigarettes au Canada, mais est-ce que ça va faire une différence? Je suis un ancien fumeur, puis pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'affectait vraiment. Donc les gens qui fument déjà depuis 20 ans... laissez-nous tranquilles. Là, je viens de faire une coupe de dépanneurs. C'est pas encore arrivé partout, mais de ce que je comprends, d'ici le 1er août, ils vont devoir changer tout leur stock.
Une image vaut 1000 mots. Ça peut être très frappant. Le Canada était le premier pays au monde à avoir des mises en garde de cette nature. On a commencé à faire ça au Canada en 2001. Le but, c'est d'atteindre un taux de moins de 5 de tabagisme d'ici 2035. Pour donner une idée, on est passé d'un taux de 29 en 2001 à 13 en 2024. Évidemment, ce n'est pas les seules mesures qui ont été mises en place, donc c'est dur à dire à quel point ça a un impact. Je pense que c'est assez ancré dans des générations. Ça devient de moins en moins cool de fumer. Ça peut aider, à mon avis, à faire baisser plus que les packaging, plus que le prix du tabac. On fait du progrès, mais on a beaucoup d'autres choses à faire. Les mises en garde sont aujourd'hui les méthodes d'éducation publique plus importantes pour informer la population. Après, pour certains, il faudra en faire plus. Par exemple, au Royaume-Uni, si tu es né après janvier 2009, bientôt, tu n'auras pas le droit d'acheter de cigarettes. L'histoire qui suit et surtout les images qu'on va vous présenter pourraient vous choquer. Je préfère vous en avertir. La police enquête présentement sur une fausse main ensanglantée déposée devant une mosquée à Verdun dimanche. Elle se trouvait dans un sac de plastique avec l'inscription Al-Qaïda. Depuis, des élus et des organismes de défense des droits des musulmans ont dénoncé le geste. Avec nous pour en discuter, Stephen Brown, PDG du Conseil national des musulmans canadiens. Bonsoir, M. Brown. Bonsoir, merci pour l'invitation. D'emblée, j'ai envie de vous demander, ça s'est passé dimanche, dans un endroit où il y avait des familles, des enfants. Comment se porte la communauté aujourd'hui? La communauté est très troublée. Tout le monde dans la communauté musulmane se souvient de l'attentat de Québec en 2017. Et il y avait des gestes similaires qui se sont passés. Il y a une tête de porc ensanglantée qui a été mise devant la mosquée. Il y avait des personnes qui ont essayé de rentrer dans la mosquée. De force. Ça s'est passé aussi l'année passée à la même mosquée à Verdun. Ça donne vraiment le sentiment à la communauté là-bas qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'il y a des personnes qui savent où ils sont puis qui veulent les attaquer. C'est très grave. Comment vous qualifiez ce geste-là de votre côté? C'est répréhensible. Le niveau de violence spécialement dans un centre communautaire où que les gens ne font rien qu'aller prier ou de se rassembler ensemble, c'est inacceptable. Et en plus d'inscrire le mot Al-Qaïda sur la main, une main ensanglantée, écoute, de traiter un musulman d'Al-Qaïda ou de terroriste, c'est peut-être un des insultes les plus racistes, les plus méprisantes et les plus violentes qu'on peut faire envers quelqu'un de confession musulmane. Malheureusement, quand les médias ont rapporté la nouvelle, les commentaires qu'on voit, c'est déplorable. On voit des gens qui disent « Ben oui, on sait qu'ils ont inventé ça », qui retournent dans leur pays, qui félicitent le geste de la personne qui a commis cet acte haineux. Des gens qui dénoncent ces actes tels que nous autres. On reçoit des menaces de mort. On dirait que mais là, je vous écoute. Signalé, puis, tu sais, il y a eu des gestes haineux aussi à Trois-Rivières récemment, au centre musulman là-bas. Là, il y a une enquête policière qui est en cours. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un message à lancer aussi aux élus, là? C'est malheureusement des événements qu'on voit de plus en plus dans notre société. Et on dirait que c'est de plus en plus banalisé, spécialement contre la communauté musulmane. Et il y a une chose qui est commune avec la grande majorité de ces actes, c'est toujours de parler des musulmans comme un danger pour la société, qui sont moins québécois que les autres, qui n'ont pas leur place ici, que les citoyens de deuxième classe, que leurs droits valent moins que les anxiétés des autres. Et quand des musulmans sont constamment pointés du doigt, traités comme une menace, quand les gens qui commettent ces gestes ne sont pas punis, bien, ça envoie le message que c'est acceptable de viser les Québécois de confession musulmane. Et ça alimente malheureusement la haine. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir en espérant que votre message a été entendu. Puis on va continuer de suivre le dossier. Merci, M. Brown. Merci beaucoup. Bonne soirée. À Québec, maintenant, on revient sur cette possible chute d'un enfant de 2 ans d'un 2e étage dans une garderie. Les révélations d'anciennes employées sur la gestion négligente continuent de faire réagir. Les allégations de maltraitance inquiètent notamment l'Association des garderies privées du Québec, alors que l'enquête de la Police de Québec se poursuit. Laurence Royer.
Dans notre reportage diffusé sur les ondes de Nouveau Info, hier, des ex-employés de la garderie Le Monde des Frimousses à Beauport alléguaient notamment avoir été témoins de maltraitance, que les ratios dans les groupes n'étaient pas respectés et que parfois les antécédents d'employés n'étaient pas vérifiés. Pour l'Association des garderies privées du Québec, c'est inquiétant. Il ne faut pas banaliser ce genre de témoignages. Ce sont des allégations graves qui peuvent avoir un impact sur la sécurité et le bien-être de l'enfant. Elle assure toutefois que de telles manières de faire est loin d'être la norme chez ses membres. Mais le pire pour eux, c'est si la chute d'un enfant de 2 ans du 2e étage de la garderie devait être confirmée par l'enquête de la police. C'est pas pardonnable, c'est plus que ça. J'ai jamais pensé que un événement comme ça peut arriver. Et de un, et de deux, qu'on peut banaliser l'événement. C'est très important. C'est que, écoute, un enfant qui chute au-delà de 10 pieds, là, c'est catastrophique. Il y a des gens qui doivent rendre compte, plus que rendre compte. C'est un événement. Écoute, on confie à un service de garde nos enfants. C'est la chose la plus précieuse de notre vie. Sinon, on n'en sait pas vraiment plus en ce moment sur l'enquête que mène le service de police de la Ville de Québec. On nous dit qu'il reste encore des témoins à rencontrer. La police affirme que c'est une enquête qui peut quand même prendre du temps parce qu'il y a plusieurs partenaires d'impliqués, dont la DPJ, le ministère de la Famille, les procureurs également. Le SPVQ n'était pas en mesure non plus de nous donner d'informations sur l'état de santé de l'enfant. Et il y a aussi la ministre de la Famille qui a réagi aujourd'hui. Elle affirme que le ministère a procédé à des inspections dans les derniers jours afin de s'assurer de la conformité des lieux et continue de suivre la situation de près. Par contre, la ministre ne fera pas d'autres commentaires en raison de l'enquête qui est en cours. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. On en parlait en début de bulletin, la reprise de la guerre commerciale avec les États-Unis. On peut se demander quel effet ça va avoir sur les négociations pour renouveler l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le représentant américain au commerce lui a bon espoir d'en arriver à une entente assez rapidement. Sabrina Rivet. C'est devant une commission du Sénat américain que le représentant du commerce américain s'est montré confiant que le comité de négociation sera en mesure de présenter des options au président Trump et à ses homologues du Canada et du Mexique en vue d'en arriver à un accord intérimaire. Donc, d'ici la fin de l'année, c'est peut-être quand même un objectif ambitieux en vue des derniers événements entre les États-Unis et le Canada, notamment ces fameux tarifs de 50 %. Donc, Jamieson Greer qui a ajouté qu'il s'attend aussi à recevoir les mesures que vont prendre en fait le Canada et le Mexique pour renforcer l'application des règles, mais aussi démontrer et améliorer leur engagement envers les États-Unis. Et bon, le représentant au commerce souhaite que toutes les questions commerciales soient réglées. Donc, en gros, elle dit qu'est-ce que le Canada et le Mexique peuvent apporter aux États-Unis. Par ailleurs, il a dit que les exportateurs américains n'avaient pas à s'inquiéter d'une réplique du Canada à la plus récente menace d'imposition de tarifs de 50 %, mais rien n'a changé dans la stratégie commerciale des États-Unis. Specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers, and increase their wages, and shrink our trade deficit. I would love to have between now and the end of the year at least some arrangements, one with Canada, one with Mexico. Bon, et dans un discours réalisé en fin de journée en Géorgie, Donald Trump a vanté son bilan économique, en plus de rappeler qu'il y a une usine de Toyota qui va s'implanter aux États-Unis. Le président américain a dit, voyez, tout le monde vient s'installer aux États-Unis. Il quitte notamment le Canada pour venir ici. Et là, pendant ce temps-là, il y a la ministre de l'Innovation qui était à Londres aujourd'hui. Son objectif, c'est de continuer de travailler pour le Canada en cette ère de guerre tarifaire. On a une stratégie claire qui a 2 objectifs. Le premier, diversifier nos marchés. C'est pour ça que je suis à Londres présentement. C'est pour ça que je suis au Royaume-Uni, pour trouver des occasions d'affaires pour nos entreprises qui sont victimes de la guerre tarifaire. Et deuxièmement, être capable de continuer d'être une destination pour les investissements au Canada. D'ailleurs, lors de son passage à Londres, la ministre Mélanie Joly en a également profité pour discuter de la stratégie industrielle du Canada. On vous raconte maintenant l'histoire d'une survivante. Cynthia a passé 10 ans dans les rues de Montréal et a fait plus d'une vingtaine de surdoses. Aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, elle n'est plus dans l'enfer du fentanyl. Elle souhaite aussi lancer un message d'espoir aux personnes en situation d'itinérance. Elle s'est confiée à Véronique Dubé. Tu es entrée en contact avec moi après avoir vu un reportage sur la rue Notre-Dame. Toi, tu as déjà été sur la rue Notre-Dame. Oui. Oui, j'ai fait plusieurs spots là, à Montréal. Tu as été 10 ans dans la rue. Oui.
Tu as subi beaucoup de préjugés parce que, entre autres, tu étais en dessous du pont Jean-Cartier. Les gens nous appelaient les zombies. Il y a des gens qui venaient avec leur téléphone pour nous intimider. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à consommer du fentanyl. Je voyais les gens consommer ça. J'ai dit jamais je vais toucher à ça. Mais finalement, je suis tombée là-dedans. C'est très, très puissant. Une fois que tu essaies, tu as le bon feeling de la vie, mais sans savoir que en rentrant là-dedans, que tu étais pour donner la main au diable. Tu te déconnectes complètement, tu n'as plus d'émotions, puis tu sais, dans la rue, c'est tellement difficile que, justement, on se sent bien là-dessus. Il faut vraiment pas toucher à ce marde-là. Là. Ça m'a pris tellement d'années à essayer de lâcher cette drogue-là. J'ai joué avec ma vie, carrément. Carrément, ça me coûtait 20 $ pour mourir. 22 fois? 22 fois. Ça veut dire 2 surdoses par année. Oui. Est-ce que tu as eu un déclic? J'ai été déclarée morte pendant 28 secondes. Fait que j'ai resté à l'hôpital pendant un bon 2 mois. Là. Puis à ce moment-là, j'ai pu faire mon sevrage à l'hôpital. Puis là, j'étais rendue somme, fait que j'étais contente. J'ai dit aïe aïe. Puis là, j'ai recommencé à avoir des émotions. Je recommençais à sentir que j'étais vivante. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Aïe aïe. Ça va faire 1 an et demi que je suis somme de fentanyl. C'est pas un choix qu'on a décidé de faire. On a vécu des affaires terribles, puis c'est... Il est là le problème. C'est qu'il faudrait plus de monde pour écouter. S'il prendrait 5 minutes avant de juger ces gens-là, de prendre 5 minutes, aller s'asseoir, aller parler avec eux autres, ils vont voir que c'est pas juste un itinérant. Nous, on peut lever la main pour avoir de l'aide. On le fait souvent. C'est juste qu'on se fait pas entendre. Je pense que oui, il faut plus de gens dans la rue. Il faut... De spécialistes, tu veux dire? Oui. Ah, mais les médecins... Quand on sent qu'il y a de l'aide, on est prêt quand même à vouloir s'aider. C'est rendu qu'on ferme les yeux sur qu'est-ce qu'on voit. Moi, je trouve pas ça normal, non. Puis j'ai pas trouvé ça normal quand j'étais dans la rue. Il y a quand même de l'espoir. Mais il faut vraiment que tu veuilles. Moi, écoute, ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis là. Une figure emblématique du jazz montréalais nous a quittés. On a appris dans les dernières minutes le décès du pianiste Oliver Jones à l'âge de 91 ans. Le musicien originaire du quartier Petite-Bourgogne s'est produit devant un public pour la première fois seulement à l'âge de 5 ans dans une église de la métropole. Pendant ses 80 ans de carrière, Oliver Jones a notamment participé à 25 éditions du Festival international de jazz. Alors voilà, c'est complet pour ce soir au nom de toute l'équipe. Merci beaucoup d'avoir été là. Demain, on surveille la rencontre de Mark Carney avec les premiers ministres des provinces. Bonne nuit tout le monde.